Sans aucun doute à votre service chaque vendredi soir, quel que soit votre problème, vous le savez, y compris si vous avez des problèmes liés aux droits de la famille, garde d'enfants, problèmes de couple, divorce. Vous pouvez nous appeler au 0826 107 109, 0826 107 109, ou bien l'adresse de Sans aucun doute que voici, ainsi que le net tf1.fr. Voici à la fois une histoire de couple, mais également un problème pour l'achat d'une voiture. Vous allez voir comment, au départ, ce simple achat va se transformer en catastrophe pour une femme qui vit seule maintenant avec ses 3 enfants, car son ex-concubin, malheureusement, lui, n'est plus dans le coup pour l'aider à réparer ce qui lui arrive. C'est terrible pour elle, elle est complètement désemparée. C'est pour ça qu'elle a fait appel à l'équipe de Sans aucun doute. Nous accueillons Lydie sur ce plateau. Lydie est dans une situation dramatique. Elle risque de devoir payer une voiture achetée à crédit par son ex-compagnon et qu'elle ne possède plus. Soyez la bienvenue sur le plateau. Donc Lydie, nous allons voir un reportage, donner des coups de fil pour tenter de vous aider. Tout démarre par l'achat d'une voiture avec votre conjoint de l'époque. Vous l'achetez près de 10 000 €. Cette voiture, elle est garantie, il n'y a aucun problème. Elle va tomber en panne. Le garagiste ne va pas vouloir réparer alors qu'il doit le faire. Vous l'attaquez, vous gagnez. Et encore une fois, là, la décision de justice va être difficile à appliquer. Ce monsieur va déposer le bilan. Enfin bref, il va y avoir tout un engrenage. Vous allez vous-même vous séparer de votre conjoint qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation dont vous ne savez plus comment vous sortir de cette situation. Non, du tout. Je me retrouve toute seule sur cette situation-là, en fait. En fait, pour une simple voiture, oserais-je dire, c'est là où on voit que parfois l'engrenage fait qu'on se retrouve financièrement, là, c'est difficile. Très, très difficile, surtout qu'avec mon ex-conjoint, en fait, il assume pas du tout, il me laisse tout seul avec cette histoire, quoi. Et donc, il y a une histoire de crédit que l'on va développer dans quelques instants, mais vous avez beaucoup à payer, là, tous les mois par rapport à ce problème-là? Oui. Non, pour l'instant, j'avais rien avec mon avocat, j'avais rien à payer pour l'instant, quoi. Mais là, aujourd'hui, il me réclame la totalité de la somme. C'est ça. Voilà. Et là, vous allez avoir beaucoup de mal à la payer toute seule. Ah oui, exactement. Puisque votre conjoint, maintenant, lui, se désolidarise un petit peu. Complètement, oui. Bien, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Stéphane Martin mène l'enquête, les coups de fil et les conseils suivront, c'est dans Sans aucun doute, pour ce cas automobile. Je vais chez l'huissier, tu savais très bien que j'avais rendez-vous, tu t'appelles même pas pour savoir où ça en est. T'en as rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que ça va tout retomber sur moi. Là, je te dis que je vais me faire saisir de mes meubles, tu t'en fous, il n'y a pas de solution. C'est fais-toi saisir, toi, tu t'en fous. Tu vis chez ta sœur, il n'y a rien qui va être saisi pour toi. Donc tu t'en fous. Quelque part, c'est moi et mes filles qui vont encore prendre. Dans quelques jours, cette mère de famille va tout perdre. Meubles, voitures, appartements. Délaissée avec ses 3 enfants par son conjoint, elle se retrouve seule face aux dettes et aux huissiers. C'est par le banal achat d'un véhicule d'occasion que commence la mésaventure de Lydie. Nous sommes en 1998. Un nouveau garage vient d'ouvrir en ville. Son ex-conjoint jette son dévolu sur ce qu'il croit être le bolide de ses rêves. Au début, Lydie est réticente, mais elle finit par se laisser convaincre, d'autant que tout est pensé pour mettre le jeune couple en confiance. Le garage propose une garantie de 6 mois, mais aussi un crédit clé en main, montant 8 500 €. Lydie et son compagnon quittent les lieux comblés, mais leur joie sera de courte durée. Après avoir acheté la voiture, en fait, 2 mois qui a suivi l'achat de vente, elle a commencé à avoir une grosse panne, en fait, le pont arrière qui a lâché. Immobilisé la voiture pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'était selon la panne. Maximum, ça a été 1 mois et demi. Sur 6 mois, le véhicule aura passé 1 jour sur 2 au garage. Excédé, le couple décide de contacter un expert. Le résultat est clair. Le nombre de vices et de défauts dépasse l'entendement. Le véhicule est totalement maquillé, les pièces défectueuses sont des pièces de récupération. Bref, ils ont payé 10 000 € pour une épave. Sans hésiter, le couple traîne le garage devant les tribunaux. Verdict, la vente est annulée pour vice caché. Le concessionnaire est condamné à rembourser le véhicule et même à verser 4 000 € de dommages et intérêts au couple. C'est un soulagement, en fait. Je me suis dit enfin, je vais quand même avoir gain de cause par rapport à cette histoire-là. Et c'est avéré que par la suite, vu les avocats qui faisaient une signification auprès du garagiste et qui se sont aperçus qu'il y avait une liquidation judiciaire, là, ils m'ont dit carrément que malgré que j'ai gagné l'affaire, ça va être très difficile de récupérer l'argent, quoi. Et c'est là que la maison de crédit vient en jeu, quoi.
qu'elle commence à m'attaquer aussi pour le remboursement du crédit en fait. Le garage est liquidé, impossible pour notre couple de récupérer le moindre centime. Mais il y a pire. Ils ont complètement oublié un détail et non des moindres, la maison de crédit auprès de laquelle ils ont contracté le financement. Le véhicule a été saisi au cours de la liquidation, mais la dette court toujours. Le garage n'existant plus, l'organisme bancaire se retourne alors contre les deux jeunes gens. Nous sommes en 2003, Lydie et son compagnon sont condamnés à payer la totalité de la dette en lieu et place du garage. J'ai recontacté mon avocat pour lancer une procédure vis-à-vis de la maison de crédit afin qu'on puisse avoir gain de cause, expliquer notre situation, qu'on a gagné une affaire au jugement auprès du garage et qu'aujourd'hui on n'a pas l'argent, quoi, donc qui se rattaque auprès de ce garagiste. Mais en plus de ses soucis financiers, Lydie va devoir assumer une vie sentimentale chaotique. Au moment où elle s'y attend le moins, le père de ses enfants la quitte, la laissant seule face à leurs créanciers. Comme l'atteste le jugement, elle est considérée comme seule responsable de la dette. Avec 1 000 € de revenus nets mensuels et 3 enfants à charge, Lydie s'efforce de repousser l'inévitable. La saisie est proche, alors elle doit tenter le tout pour le tout. Il est 14h30, nous l'accompagnons chez l'huissier de justice en caméra cachée. Nous tentons de lui expliquer que Lydie est de bonne foi, en vain. Ils ont emprunté pour un véhicule qu'ils n'ont plus, que le garage a récupéré. Si le garage l'a récupéré, c'est votre problème à vous. Mais c'est pas le problème de c'est la dette qu'ils ont fait. Point à la ligne. Mais aujourd'hui, je fais comment? Moi, je vis seule avec 3 enfants, j'ai qu'un revenu. Je fais comment? Moi, je peux même pas. On m'a dit au téléphone, soi-disant qu'on va me saisir mes meubles et tout, à moins que je dois donner un gros apport. Je fais comment, moi? Lydie n'obtiendra pas de réponse. Deuxième question, pourquoi l'huissier ne se retourne-t-il pas contre son ex-conjoint? Vous me donnez son nom, son adresse et son employeur, je vais le poursuivre aussi, au même titre que vous. Mais si vous voulez, moi, s'il n'est pas, ou si demain il est au chômage, qu'est-ce que vous voulez que je prenne s'il est RMiste? Non, mais si lui, c'est un titre, il n'y a plus rien à presser, qu'est-ce qu'on fait? Il habite chez un tiers ou pas? Chez sa sœur. Alors allez saisir. Qu'est-ce que je vais saisir, moi, là-bas? Même par un confrère, qu'est-ce que je vais saisir? Chez sa sœur va dire les meubles m'appartiennent. Bah, il s'en sort bien dans ces cas-là, alors. Là, voilà. Là encore, notre interlocutrice ne laisse que peu d'espoir à Lydie. Elle n'a d'autre choix que de payer. Cependant, dans un accès de générosité, l'huissier consent à ne faire régler à Lydie que la moitié de la dette. 160 € par mois. Et pendant 23 mois, le 24e mois, c'est plus tous les intérêts. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes obligé de payer la moitié, tout au moins la moitié. Tout de suite? Non, on vous fait en 23 mois. Le 24e mois, il faudra tout payer. Et selon ma situation, comment voulez-vous que je fasse en 23 mois? Vous avez un jugement. On ne peut pas échelonner un peu plus longtemps? Enfin, je sais pas. Le jugement, moi je me réfère au jugement. Le jugement, il vous donne ça. Le tribunal vous a fait un accord. Je ne vais pas aller outre le tribunal. À cet instant précis, Lydie réalise l'importance de cette dette. Loyer et charges payées, il ne lui restera plus rien pour faire vivre ses 3 filles. Face à cette réalité, elle craque. Si Lydie ne trouve pas très vite de l'argent, elle risque la saisie sur salaire. Heureusement, ses proches sont là, un soutien moral appréciable pour la jeune femme. Sa sœur Laure nous explique. Elle a besoin de soutien parce que psychologiquement, elle en a pris un sacré coup, quoi. Mais oui, elle a sa famille, elle a des amis également qui sont là constamment pour la soutenir, il n'y a aucun problème. Parmi les meilleurs amis de Lydie, Christophe. À 25 ans, il est à la tête d'une société de rachat de crédit et suit l'affaire de très près. Selon lui, il existe un certain nombre d'incohérences dans son dossier. Bon, il est tout à fait anormal aujourd'hui qu'on ait un emprunteur et un emprunteur qui apparemment tous les deux sont solvables. La seule différence, c'est quand même que l'emprunteur, donc l'ex-concubin de Lydie, aujourd'hui travaille, ne verse aucune pension alimentaire d'ailleurs à Lydie. Aujourd'hui, on attaque une pauvre fille qui a aucun moyen de défense, tout simplement, et on lui dit, on va venir saisir vos meubles. Mais ce n'est pas tout. Christophe nous apprend que le garagiste serait bien connu dans le milieu de la finance pour ses faillites à répétition. Il ne comprend pas comment la banque a pu signer un partenariat avec un professionnel aussi peu scrupuleux.
Le gérant, apparemment, c'est pas son premier dépôt de bilan. Il ouvre des concessions à droite à gauche et je ne comprends pas aujourd'hui comment une maison de crédit peut donner autant de responsabilités, parce que c'est des responsabilités. On ne peut pas faire n'importe quoi dans ce type de vente et dans ce type de crédit. Quelles que soient les erreurs éventuellement commises par les différents protagonistes du litige, le seul et unique espoir de Lydie serait que son ex-conjoint assume le crédit qu'il lui a laissé. Or, à ce jour, il n'en est rien, une attitude que Lydie ne supporte plus. Je vis ça, oui, comme une trahison, parce que déjà, par rapport aux enfants, quoi, il pense pas trop aux enfants. Il sait très bien que financièrement, j'y arrive tout juste et il m'aide pas du tout. Une fois encore, Lydie tente de raisonner notre homme, en vain. Là, on va me saisir mes meubles, je fais comment? Comme je t'ai dit, moi, je t'ai passé le dossier. Si toi, de ton côté, tu pouvais t'en sortir, sors-le. Et si tu peux pas t'en sortir, moi, je suis d'accord pour payer la moitié. Mais j'ai pas la moitié, là, maintenant, sur moi, tu le sais très bien. Tu travailles, là? T'as un salaire qui rentre? Ouais. T'es embauché? Ouais. Alors, je t'ai renvoyé le document de l'huissier. Ah oui, ça, je l'ai eu. Ah bon? Donc t'as les coordonnées? Ouais, j'ai les coordonnées. Donc il faut donner tes coordonnées bancaires et tout ça, tu devrais les contacter. Non? Non, mais ça, ce que je dois faire, je sais ce que je dois faire. Ah, mais comment ça se fait que tu l'as pas fait? Ça, c'est ce que je dois faire parce que c'est pas prioritaire. Non, il faut que tu le fasses, je suis désolée. Il faut que tu le fasses. C'est pas prioritaire, tu te fous de moi? Bouge ton cul un petit peu. Quand ce sera possible. D'accord. Non, ce serait déjà fait. Le reportage est signé Stéphane Martin. Alors, ce qui est stupéfiant dans cette affaire, et c'est pour ça aussi que nous avons choisi de la traiter sans aucun doute, c'est l'engrenage. Vous allez au départ acheter une voiture, vous prenez un crédit, tout va bien, et aujourd'hui vous vous retrouvez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on peut venir vous saisir à n'importe quel moment. Oui. Votre conjoint qui du coup est co-emprunteur, c'est-à-dire qu'il est à 50-50 avec vous, lui, il est dans la nature, pour l'instant il n'est pas trop inquiété, et la vie devient un cauchemar pour le simple achat d'une voiture. C'est quand même complètement fou cette histoire. Ah oui, c'est complètement fou. J'aurais pas cru que j'aurais été jusque-là, quoi. Alors vous avez un petit peu craqué chez l'huissier parce que je suppose que vous avez pris conscience à ce moment-là de ce qui pouvait arriver. Oui. Et j'avais beau essayer de trouver une autre solution, c'était irrémédiable pour l'huissier, quoi. On se contenait jusqu'au jugement. Et le pire, c'est que cette voiture, au départ, elle n'était pas pour vous. Elle était, si, on était à deux, quoi, je veux dire, pour le coup, puisqu'on était encore ensemble. Et je pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur comme ça. C'est un problème d'achat de voiture, c'est un problème de crédit, mais c'est aussi quelque part aussi un petit problème de couple. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez toute seule. Comment vous expliquez l'attitude de votre ex-conjoint? Je comprends pas, parce qu'il n'était pas comme ça au départ. Là, aujourd'hui, il me laisse tomber surtout, quoi. D'accord, donc là, c'est vraiment débrouille-toi. Débrouille-toi toute seule. Pour l'instant, je peux pas, donc débrouille-toi, quoi. Et comment, moralement, vous trouvez les ressources quand on est comme ça, une femme seule, avec 3 enfants, qui ne touche pas de pension, qui doit se dépatouiller de cette histoire toute seule? Vous arrivez à tenir le coup? Heureusement que j'ai mes amis, j'ai ma famille autour de moi. Heureusement, je les remercie d'ailleurs. Mais j'ai du mal, quoi. J'ai l'impression de toucher le fond, là, carrément. Je sais plus quoi faire. Alors, maître de Caumont, madame a été une nouvelle fois victime de l'arme fatale qu'utilisent les organismes de crédit, et on tombe systématiquement dans le panneau, c'est-à-dire que la victime devient par ce système l'accusée, grosso modo, celle qui doit payer. Alors expliquez-nous le système. Alors il y a un mot qu'il faut impérativement retenir, je m'adresse à tous les téléspectateurs, c'est injonction de payer. Quand vous voyez arriver quelque chose comme ça avec ordonnance d'injonction de payer, immédiatement c'est le gyrophare, c'est les sirènes, c'est la panique à bord, et vous regardez bien les délais pour faire opposition. Et j'allais dire, dans le doute, il faut faire opposition. Pourquoi? Parce que c'est une procédure parfaitement légale, prévue par les textes. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, qui est censée permettre de solutionner rapidement... Je vais essayer de vulgariser un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'il tente le coup? Exactement. De dire, on va essayer de la faire payer. Si elle ne fait pas opposition, ça nous permet ensuite de faire appliquer un jugement. On a un titre exécutoire, on a un jugement définitif, on peut le faire appliquer. Vous avez parfaitement résumé, Julien. Mais pour le faire auprès de n'importe qui? Mais c'est très facile. Vous allez voir, et c'est légal, vous allez voir un juge. Vous me devez de l'argent, Julien. Je vais voir un juge, je apporte des papiers. Je dis, sans que vous soyez présent ou convoqué, je dis, regardez, il me doit de l'argent. Je vous demande de bien vouloir me donner une ordonnance pour le faire payer s'il ne discute pas. Et le juge
ne prend pas un grand risque, pense-t-il, puisque de toute façon, il suffit que vous fassiez opposition pour que ça tombe. Donc il va me donner raison. C'est dans cette situation que se trouve cette dame qui n'était pas au courant d'ailleurs de ce genre de pratique. Hein. Ben oui. Bien. Alors aujourd'hui, madame, l'organisme de crédit vous demande de payer la totalité. Oui. Alors vous avez eu des premières menaces, lui-ci on l'a vu maintenant. Oui. Donc là, j'ai quand même eu un accord avec l'organisme, l'huissier, oui, que je paierai que la moitié en fait, étant donné que je suis séparée de monsieur. Et lui va tenter de faire payer la moitié au mari. Voilà. Maintenant, généralement, maître de Caumont, avant qu'on donne des coups de fil, quand il y a une affaire comme celle-ci, c'est-à-dire un crédit qui est accordé, mais qu'il y a un jugement qui donne raison à l'acheteur parce qu'on lui a vendu n'importe quoi, on l'a escroqué, est-ce que ça peut annuler le crédit normalement? C'est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et la loi le prévoit expressément, le Code de la consommation le prévoit, lorsque, attention, le crédit est affecté, a été accordé pour acheter un bien particulier, et c'est le cas par exemple quand vous prenez le crédit dans le garage par définition, si la vente est annulée, ce qui a été le cas dans votre affaire, à ce moment-là, le crédit est automatiquement annulé. Bien, alors nous allons essayer de donner maintenant plusieurs coups de fil. Nous allons demander à cette dame ce qu'elle attend évidemment de cette émission, puisqu'elle est un petit peu désespérée, elle a la peur de l'huissier maintenant. Résorber ma dette déjà, parce que je vois pas pourquoi je pourrais payer, ou alors à défaut que ces messieurs prennent en charge la totalité du crédit, étant donné qu'ils ne me versent pas de pension alimentaire. Bon, alors ça, rentrer dans les pensions alimentaires avec l'organisme de crédit, je pense que ça va être très difficile. Par contre, nous essaierons aussi d'appeler l'organisme de crédit pour faire appel à leur humanité. Puis nous allons commencer par appeler ce monsieur pour le mettre face à ses responsabilités. Il travaille apparemment. Apparemment, il travaille. Bon, alors demandons à la régie de faire le numéro. Merci de laisser un message après le... Bon, visiblement, le téléphone de ce monsieur ne répond pas. Nous réessaierons un petit peu plus tard. Essayons maintenant d'appeler l'organisme de crédit. La régie fait le numéro. Oui, monsieur Courbet? Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez un peu ce dossier? Je n'ai pas les moyens, moi, de vous répondre, parce que je ne connais pas le dossier. Donc ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne connais pas ce dossier. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de vous joindre téléphoniquement? Oui, je vous donne un numéro. Oui. Et puis dès que vous savez, si vous avez quelqu'un ou même si vous avez personne, vous me rappelez? Oui, c'est promis. D'accord. Je vous passe quelqu'un qui vous donne le numéro. D'accord, merci. Très bien. Au revoir. Réessayons une nouvelle fois maintenant de rappeler le concubin de cette dame qui, quand même, vous l'avez compris, a un rôle à jouer dans cette histoire. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui, c'est Lydie. Je t'appelle parce que, comme c'était convenu depuis lundi, pour savoir si tu as réfléchi à ce que je t'ai dit lundi, si tu as trouvé une solution. Donc en ce qui concerne notre affaire de la voiture, où ça en est? Est-ce que tu as contacté les huissiers? Ben moi déjà je vais les contacter de mon côté et je vais leur dire que moi je vais régler la moitié de la somme. D'accord. Et pourquoi la moitié? Ben, la moitié de la somme parce qu'on était à deux sur cette voiture, Lydie. Ah bon? Ouais, on était à deux. Me dis pas ouais c'est toi qui l'as choisi, nanana, d'accord? Oui. Monsieur, bonjour, je me présente, je suis aux côtés de votre ex-concubine. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je suis désolé de vous déranger. C'est vrai que nous essayons d'aider dans le cadre de l'enregistrement de l'émission, d'aider votre ex-concubine et de vous aider aussi par la même occasion, puisque vous êtes au courant qu'aujourd'hui, l'organisme de crédit a déclenché la grosse armada, c'est-à-dire les huissiers. Aujourd'hui, l'huissier ne se retourne que contre elle. Donc il faut que vous payiez à deux, sinon elle ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est même pas par... Ben voilà, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit juste avant? Oui. Alors pour cela, monsieur, il faut que vous appeliez l'huissier. Voilà. Donc vous allez le faire quand, monsieur? Eh ben moi je le fais dès demain. Et je vais voir avec lui un arrangement, comme j'ai dit, pour payer. Alors que dans cette affaire, même si ça doit prendre 30 ans, je paierai en 30 ans. Est-ce que vous comprenez ça, moi? Non, mais je comprends tout à fait, monsieur. Mais attendez, monsieur, soyez persuadé d'une chose. Moi, je suis vraiment pas là. Mais alors,
vraiment pas pour vous embêter. Si vous saviez à quel point je préférais que et vous et votre ex-concubine n'ayez pas à venir ici dans cette situation-là, je veux simplement vous dire, monsieur, certes vous faites des efforts, mais faites-les vraiment. Elle est paniquée. Elle est complètement paniquée. Il y a un huissier, vous savez ce que c'est que la pression d'un huissier qui vient, qui lui dit on va vous prendre les meubles, on va vous saisir vos salaires, tout ça pour une seule femme avec 3 enfants, monsieur. C'est, voilà, à un moment donné, il faut... Au téléphone, j'ai l'impression que moi je suis le diable là. J'ai l'impression que c'est moi le problème. Non, mais non, monsieur, c'est pas vous. On essaie de trouver une solution, monsieur, pour vos enfants, pour vous et pour elle. Et en attendant, il faut quand même calmer l'huissier qui n'embête pour l'instant que votre ex-compagne, mais qui viendra forcément un jour saisir aussi chez vous. C'est quand même embêtant, surtout si vous essayez de refaire votre vie. Donc il faut que vous interveniez directement auprès de l'huissier pour le calmer. C'est le sens de ce coup de fil aujourd'hui. Bon, écoutez-moi. Imaginez que demain, vous savez ce que gagne votre ex-compagne? Ah oui. Bon, imaginez que demain, l'huissier, et il peut le faire, vienne, saisit son salaire et les meubles. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il lui reste que 200 € à la fin du mois, puis une fois qu'on lui a tout saisi, elle n'a plus de meubles. Comment elle les nourrit? Qu'est-ce qu'elle fait? Donnez-moi la solution, monsieur. J'ai pas la solution à voilà, mettre. c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve une solution très rapidement, monsieur. Vous comprenez? C'est les restos du cœur, sinon, monsieur. On est d'accord? Oui, bien sûr, il y a toujours... Bon. Alors, restons-en là. On ne va pas vous embêter plus longtemps. J'ai bien noté votre bonne foi et l'envie de faire avancer ce dossier. Demain, vous appelez l'huissier. Hein, vous me le promettez, on le rappellera. Ah oui, il y aura même une réponse par courrier s'il veut. Non, mais vous l'appelez demain au téléphone. C'est pas un souci, ça. Bon, parfait. On va vous redonner ses coordonnées. Comme ça, déjà, attendez, ça... je vais prendre de quoi noter. On va vous passer quelqu'un qui va vous donner les coordonnées. D'accord. Merci, monsieur. Merci 1000 fois. Passez une bonne soirée. De rien, vous aussi. Merci, au revoir, monsieur. Voilà, on va donner le numéro de téléphone de l'huissier à ce monsieur qui, visiblement, semble être conscient de ses responsabilités, mais peut-être pas de la gravité de la situation, quoi. Parce qu'il ne se rend pas compte que si la saisie intervient, vous vous retrouvez avec 3 enfants dans les bras sans pouvoir rien faire. Bon, maintenant, visiblement, il le sait. Malgré de multiples appels, le cas de Lydie est loin d'être résolu. Hors antenne, nos journalistes négocient avec l'organisme de crédit et il semble qu'une solution puisse être envisagée. Je peux vous annoncer que nous aurons une réponse définitive demain après-midi. Ça serait une réponse définitive. Il y a 2 options. Première option, qui est la moins bonne des deux. Vous continuez à payer, mais ils échelonnent la dette, ils annulent tous les frais et toutes les pénalités. Et ils vous font un rééchelonnement. Deuxième option, ils arrêtent tout. Mais quoi qu'il arrive au pire, la dette sera rééchelonnée, il n'y a plus de pénalité, il n'y a plus de taux majorés, etc. Donc ça, vous pourrez au moins souffler un petit peu. D'accord ? Bon, j'espère que ça vous soulage un petit peu. On va tous prier, hein. Je demande à tout le monde ce soir d'envoyer des bonnes ondes pour que ce soit la deuxième solution qui soit choisie. Maître de Caumont, quel conseil peut-on donner ? 2 conseils principaux. Déjà, quand on se porte co-emprunteur pour un problème de voiture, surtout une voiture d'occasion, avec un vendeur qui n'est pas un concessionnaire, qui est un garage qui n'a peut-être pas les reins très solides, on réfléchit à 2 fois avant de se lancer dans une aventure pareille avec quelqu'un qui est son concubin et qui peut-être disparaîtra un jour dans la nature. Deuxièmement, et on en a parlé dans le cadre de ce sujet, surtout, on fait terriblement attention lorsqu'on a des difficultés, que ce soit avec un organisme de crédit ou quelque autre institution que ce soit, lorsque l'organisme en question prend une injonction de payer auprès d'un juge et vous la communique, immédiatement on réagit, on fait opposition. Ça ne vexera pas le juge, on aura simplement la possibilité de revenir s'expliquer et là le juge aura les 2 parties et les pièces de chaque partie pour pouvoir dire le droit en toute sérénité. On ne téléphone pas, on ne croit pas ce qu'on vous dit au téléphone, on ne juge que les écrits. Si on vous dit ne vous inquiétez pas, mettez de côté cette injonction, vous oubliez, ça ne sert à rien, vous n'aurez plus aucune preuve, vous faites opposition, vous verrez après, ça vous permet au moins d'aller devant le juge et lui dire je n'y suis pour rien dans cette histoire, sinon vous l'avez compris, vous n'êtes pas convoqué et c'est terminé, après vous ne pouvez plus rien faire, là on est clair. Et les paroles s'envolent, Julien, alors que les écrits restent, ce qui peut se traduire par verba volent, scriba manent. Vous êtes un petit peu le Francis Cabrel du barreau, maître de Caumont, et je vous remercie pour amener un petit peu de poésie dans ces dossiers souvent complexes, techniques et compliqués. Bien, on attend demain. On va croiser les doigts, on aura au moins réussi à obtenir ça dans le pire des cas. Et puis allez, on va essayer de positiver, de se dire que ça va être une bonne nouvelle, d'accord ? Merci de nous avoir fait confiance en tout cas.
On vous raccompagne.